Allons-y. Je suis très content d'être à cet atelier parce que ça me conforte dans l'idée que, bon, on peut avoir des sensibilités dites, puisque maintenant on prend des précautions de gauche ou de droite, peu importe. Ce qui est important, c'est de sortir de cet impérialisme-là qu'on nous impose de force. Et que les principaux partis, mais dans les principaux partis, je ne mets pas que le bipartisme, vous comprenez bien ce que je veux dire. Les principaux partis, donc il y a les trois, et puis il y en a peut-être un quatrième qui est le Front de gauche, sont là pour détruire la nation. Ils sont là pour détruire, pour enlever dans nos têtes l'idée de patriotisme, l'idée de nation. Et je crois que tu as bien fait de parler de Jaurès, parce que Jaurès, c'est lui qui a incarné la nation aussi, le socialisme et la nation. Je veux dire, comment peut-on aujourd'hui, et puis bon, mon peuple, on s'est toujours revendiqué de l'internationalisme du XXIe siècle, mais de l'idée de nation. Autre exemple, ceux qui, à gauche de la gauche, qui nous vilipendent un petit peu, enfin un petit peu parfois violemment, mais ils disent que dans d'autres pays, par exemple l'Amérique latine, Chavez est un dieu, Chavez est quelqu'un qui a le droit de revendiquer la nation. Dans les pays africains, Sankara, il a le droit de revendiquer la nation. Mais attention, en Europe, si on revendique l'idée de nation, on est nazi. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays industrialisé et que dans ces pays-là, l'idée de nation doit être éradiquée parce que c'est dangereux, parce qu'on a déjà fait la Seconde Guerre mondiale et des choses comme ça. Donc, il faut sortir de cette brume idéologique, de cette brouillard que certains parmi nous, pas parmi nous ici, mais dans les gens que l'on côtoie, entretiennent. Et là, je crois que ces rencontres que nous avons ici, ce que nous avons avec les camarades d'autres pays européens qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes nécessités d'imposer, c'est la lutte des classes au niveau des locales, c'est-à-dire des nations. Eh bien, je crois que nous, on a cette chance-là, c'est qu'on a vécu, tu l'as rappelé tout à l'heure, le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, c'était quoi ? C'était quand même la réunion des patriotes pour mettre hors du champ d'application de la politique française les nazis, les Allemands, et aussi... les Allemands, ils étaient là. Oui. Ils étaient là. Non, mais ils étaient là, ils occupaient la France quand même. Qu'ils soient des malgré eux ou pas, ils occupaient la France. Et surtout, les collaborateurs, quoi, je veux dire. Et qu'il y avait parmi ces collaborateurs beaucoup d'industriels, beaucoup de banquiers d'industriels. Ce qui a donné, après la libération, le CNR, c'était quoi ? Eh bien, c'était la réunion des patriotes. Il y avait les gaullistes et les communistes. Et pour le souvenir que j'ai de cette... avant que je m'engage un peu plus en avant, en 2005 aussi, ça a été un peu l'étincelle qui a fait déborder le vase pour moi. Et là, je me suis lancé comme un peu plus que d'habitude dans ce genre de choses et dans le combat idéologique et aussi de comprendre les mécanismes qui poussent la société française à vouloir, enfin, les partis politiques en France à vouloir le poste national. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours heurté. Que ce soit dans les partis traditionnels de droite et pas forcément d'ailleurs beaucoup, mais dans ceux de gauche. Donc, ce CNR-là, donc, c'était quand même un avantage, et ça a vécu, et ça nous a permis d'avoir les jours heureux. Je veux dire, on a un avantage par rapport aux autres pays comme l'Italie, l'Espagne, etc., d'avoir un exemple concret. Alors les gens qui nous disent qu'il faut passer à autre chose, c'est l'histoire, etc., mais non, on est dans la même situation. Même s'il n'y a pas de camp d'extermination, je ne sais pas, mais les précaires et les gens qui n'ont plus rien à faire et qui se suicident parce qu'on leur a dit que s'ils perdaient leur emploi, c'était de leur faute. Je veux dire, la violence sociale, elle se retourne, on a fait en sorte que psychologiquement, on la retourne contre les individus et non pas contre ceux qui la font. L'exemple de Télécom, je crois que c'est hélas celui qui nous a permis de comprendre ce mécanisme, mais aujourd'hui, il y en a partout, chez les enseignants, chez les policiers, chez tout le monde. Donc cette violence-là, on nous a appris à nous la retourner contre nous, parce que si on est au chômage, ou si on a perdu quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas capable. On doit rester sur le bord de la route, on a le droit que d'être éliminé. C'est ça l'idéologie dominante. Et ça, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça du fascisme ou du nazisme ? Du nazisme, je ne sais pas, mais du fascisme, oui. On est quand même dans un ordre qui est néolibéral et qui impose par la force, mais pas avec les mêmes moyens, d'une manière beaucoup plus pernicieuse, ces mêmes idéologies. Donc le CNR, ça me semble important, et je crois qu'aujourd'hui on est peut-être en train de revivre cela, et revivre cela, c'est quand même trouver des passerelles, et les passerelles comme celle-ci me semblent essentielles.
Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on aura le temps de se bouffer le foie, si j'ose dire, entre guillemets, hein, quand on aura franchi le cap de la réappropriation de l'outil qui est l'État-nation. Et c'est-à-dire l'indépendance économique, politique, dans les affaires étrangères et tout, et surtout de retrouver les outils d'indépendance que sont la monnaie, l'armée, donc la nécessité de sortir de l'OTAN, de l'Union européenne, etc. Donc je suis un petit peu optimiste parce que je pense que ça, c'est quand même une opportunité que nous avons créée depuis peu. Et malheureusement, nous n'avons pas l'habitude de voir ce qui a changé et ce qui a changé dans le bon sens. On ne voit que ce qui ne marche pas parce qu'on nous dit, voilà, vous êtes des nuls. Voilà. Et je fais court, mais enfin, je fais court, j'en sais rien. Mais bon, voilà. C'est-à-dire la personne qui répond aux messages qui sont envoyés au MPEP. Et Monsieur Thierry Delbos, si je suis là ce matin, c'est parce que j'ai eu un contact. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez écrit au MPEP, je vous ai répondu, je signe Andrea. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ben voilà. Et je suis là justement pour vous saluer et je suis très contente de voir que peut-être mon message a eu une espèce d'impact sur le fait que vous vous êtes rapproché ainsi du MPEP et que vous avez été invité aussi bien à Limoges qu'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est important ce courrier que nous entretenons avec la population parce que nous avons une grande liste de diffusion et il y a beaucoup de gens qui écrivent. Entre parenthèses, ça me donne beaucoup de travail. Voilà, mais on répond à tous les gens qui nous envoient un message. Voilà. Je voulais vous poser une question plus précise. Vous êtes nombreux au cercle des patriotes optimistes ou seulement à Clermont? Est-ce qu'il y a d'autres cercles en France, dans d'autres villes? Quel est le... Voilà. Merci, monsieur. Merci, Andrea. On s'appelle Auvergne, hein, le cercle des patriotes optimistes Auvergne. Bon, voilà, donc il y a d'autres associations qui existent un peu partout en France, hein, qui sont à peu près dans ce même registre. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à travers Internet, Facebook notamment et autres, on arrive à faire des passerelles, quoi. L'essentiel, je crois que pour l'instant, notre ambition, c'est au moins d'exister là où on est, quoi. Pas créer un cercle qui dépasserait limite. Non, on n'aurait pas les moyens de toute façon. C'est déjà très compliqué d'exister, je vous dis, dans les conditions dans lesquelles on se trouve. Donc voilà. C'est pas facile de faire de l'éducation populaire, vous le savez bien, hein, il faut préparer les choses, ça demande du travail, du temps. Hein, voilà. On prend encore deux questions. Des petites réflexions sur ce que vous avez dit. En ce qui concerne, disons, les guerres Libye, Syrie, etc., Ukraine et autres, un des problèmes, disons, le plus important, c'est qu'on les voit à travers la propagande qui nous est déversée par les médias, la télévision, les journaux, etc. et autres. Et en fin de compte, ça ne reflète pas forcément l'opinion des gens, ou tout au moins, quand ils veulent avoir une opinion, ils donnent celle qu'on leur a donnée, c'est-à-dire celle de la propagande. Donc il ne faut pas forcément assimiler, quand il y a un sondage, s'il y a 60% qui disent c'est très bien de faire la guerre à la Libye, il y a peut-être dans les 60%, 30% ou 40% qui n'en ont rien à foutre et qui vont dire simplement répéter ce qu'ils ont entendu au niveau des médias. Bien sûr, apprendre avec parcimonie, ce que je veux dire. Le deuxième, c'est la monnaie, c'est compliqué. La monnaie, c'est compliqué si on veut la compliquer. Mais en fin de compte, l'explication peut être très simple. J'ai Marx, là, effectivement, quand on lit, ce qui n'a pas été mon cas, le Capital, il y a quand même des explications, mais il y a aussi des explications très simples, hein, sous la forme de monnaie, argent, argent... marchandises, voilà, argent, marchandises, c'est des trucs très simples. Okay. Et ça, c'est facile à expliquer, hein, que la monnaie, ça sert à échanger. Et que quand on ne peut plus échanger, ça ne se conserve pas. Donc il faut la transformer en autre chose, et l'autre chose, c'est la rente.
de ce qu'on voit actuellement avec la dette, entre guillemets, la monnaie c'est une dette. Hein. C'est toujours une dette. Quand il n'y a plus de dette, il n'y a plus de monnaie. Hein. Bon, ceci étant, ma question, enfin, ma question c'est, quelle est votre position par rapport au CNR RU, à savoir Comité national Républicain. résistance de l'Union européenne, résistance républicaine. hein, et en particulier la position par rapport à sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous faites des actions en ce sens? Mine de rien, bon, le sondage, ça donne une tendance qui est assez juste, même si parfois ce sont des prophéties autoréalisatrices, comme on dit, hein, mais quand même, ça reste assez juste. Quand vous avez un sondage, effectivement, qui dit 66% de la population française est pour une intervention pour aller dégager Kadhafi, bon, on attend. Quand il y en a un deuxième qui se retrouve à peu près dans les mêmes eaux, quand il y en a un troisième, il n'y a plus de doute. Comme disait, je ne me rappelle plus, Lino Ventura, un barbu c'est un barbu, deux barbus c'est barbu, trois barbus c'est des barbousses, quoi. Voilà, donc par rapport au sondage, hein, non, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la conscience des Français, quoi. Donc, effectivement, on a traité Kadhafi de... l'efficacité de la propagande. Voilà, de tout à fait de type infréquentable, de tyran, de machin, de ci, de ça. C'est pas tout à fait ça. Bon. Donc ceci explique peut-être cela. Mais voilà. Je reste quand même conscient que les sondages indiquent quand même un bon état. Ça reste, c'est pas précis, mais ça reste assez juste. Par rapport à la monnaie, c'est sûr, la monnaie c'est qu'un moyen d'échange, c'est pas une fin en soi. Sauf que, je vous dis, là, ça porte une dimension tellement émotionnelle, tellement irrationnelle, que c'est compliqué. La preuve. 60% des Français, sondage encore, hein, bon, sont contre l'Union européenne, enfin sont insatisfaits de l'Union européenne. En gros, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Hein. Mais quand on leur pose la question, voulez-vous sortir de l'euro? Là, ils sont plus que 30% à dire oui. Voilà, donc notre base, notre électorat, c'est pas plus de 30%. On est d'accord? Maintenant, pour le troisième point, par rapport au CNR RU, donc c'est vrai que c'est compliqué à dire cet acronyme. Hein. J'ai été, grâce à ma participation l'année dernière à Limoges, j'avais dit à Jacques, bon, pas de problème, hein, s'il y a un comité qui se crée, j'y participerai. Donc Jacques m'a contacté, il m'a dit est-ce que vous voulez toujours participer? Je lui ai dit pas de problème, je signe dès demain. Donc j'ai fait partie des signataires, les 50 ou je ne sais plus combien signataires initial de cet appel. Voilà. Et donc moi je défends bec et ongle cette situation, d'autant plus que je veux dire aucun problème pour moi, parce que déjà en 2009 je boycottais. Avec une autre organisation qui, depuis, a changé. Je ne dirais pas qui. Donc, l'évolution positive du MEP me convient très bien. Vous voyez ? Pour moi, le boycott, c'était la seule façon de désobéir à l'Union européenne, comme dirait monsieur. Voilà. C'était simple à faire. Et c'est vrai qu'à partir de 60%, c'est pas négligeable hein, d'abstention. C'est quand même, ça marque quand même un désintérêt, au mieux un désintérêt, non, au pire un désintérêt, au mieux un désaveu. Bon. Mais c'est sûr que si on avait atteint 80-85%, voilà, ils ne pouvaient plus rien dire, quoi. Ils n'avaient plus aucune légitimité, quoi. Déjà qu'ils n'ont plus beaucoup de voix. Bon, ceci dit, sur la sortie de l'Union européenne, moi je considère qu'on est déjà sorti de l'Union européenne. C'est simple, hein. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas historien, mais je dis qu'à partir du moment où, en 2005, on nous a présenté un traité qui s'appelle TCE et qui reprenait tous les traités depuis 1957, à partir du moment où on a dit non à ce traité-là, c'est-à-dire qu'on a refusé tous les traités antérieurs. Donc on est déjà sorti de manière démocratique de l'Union européenne. Alors, de fait, juridiquement, on est resté dedans. Mais pour moi, c'est ça tout à fait... alors, bon, peut-être qu'il faudrait reposer la question aux Français, leur
lors d'une prochaine échéance, par exemple s'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale de députés pour une sortie de l'Union européenne, peut-être qu'il faudrait envisager de reconfirmer bien ça par rapport aux Français, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais on est déjà sorti, quoi. Donc il y a certains juristes qui ont abordé la chose, mais vite fait, on leur a fait fermer leur caquet, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, Gilles, Je suis dans les Alpes-Maritimes, je suis avec Lucien et puis donc plusieurs camarades. Nous, on a une association un peu dans le même tonneau, le CNR 06, la Comité pour une nouvelle résistance, et on est tout à fait sur la même ligne. Ce qui nous vaut d'abord des déboires assez conséquents avec la gauche, avec un haut accent circonflexe, on va dire. On voit de qui on parle. Où on se fait régulièrement repeindre en rouge-brun. Ils ont même créé dans les Alpes-Maritimes un collectif contre l'imposture et les passerelles entre la gauche et l'extrême droite. Enfin, c'est un salmigondi innommable. Et donc c'est assez... Moi par ailleurs je milite au Front de Gauche et je suis au Front syndical de classe et à la CGT. Donc je veux dire, quand on se fait traiter de... qualifié de Front National, ça fait vachement plaisir. Mais bon, ça, on a les épaules pour le supporter. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien d'entendre, c'est bien d'aller au combat, il n'y a pas de problème, on y va. Mais ça fait du bien de temps en temps le repos du guerrier, de se retrouver avec des gens qui pensent comme nous, que quand on dit des gros mots comme protectionnisme, la nation, la souveraineté, le capitalisme, la lutte des classes, ou même carrément la sécession hors de l'Union européenne, on ne se fait pas jeter des pierres, c'est quand même sympa. Moi je voudrais savoir si dans votre endroit, si vous ne faites pas aussi repeindre en rouge-brun, parce que vous avancez les mêmes thèmes que les nôtres, et notamment si vous n'avez pas des embrouilles, parce qu'à part ça, en plus, bon, nous on est dans une région où le FN est très puissant, très méchant, l'UMP est tellement poreuse, ils sont sur les mêmes lignes, et puis mais c'est pas avec eux qu'on a des problèmes. Eux, ils nous font pas de problème, ils nous ont jamais vilipendés ni quoi que ce soit. Je dis pas qu'on est les meilleurs copains du monde, c'est pas du tout la question. Mais en tout cas, ils nous créent pas de problème, alors qu'on pourrait peut-être se dire effectivement ils nous créent des problèmes. Donc moi je voudrais revenir sur la question de la monnaie. Il y a Keynes aussi qui a très bien écrit sur la monnaie, et je pense que la monnaie c'est pas compliqué, ce qui est complexe plutôt que compliqué, c'est la relation effectivement de confiance et la relation émotionnelle que nous avons avec la monnaie. Mais la monnaie en soi, c'est pas compliqué. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est sur la question de les interventions à l'étranger. Les sondages, c'est une chose de dire vous voulez faire la guerre en Irak, c'est une autre de dire est-ce que vous voulez vous débarrasser de Kadhafi. Ce sont deux choses différentes. Les sondages, selon comment on pose la question, la réponse elle est déjà biaisée. Si on avait dit est-ce que vous voulez faire une intervention en Libye, fin de l'histoire, je pense que nos compatriotes auraient été déjà beaucoup plus réticents. Par contre, on sait que tout le monde Kadhafi, on l'a repeint en gros méchant parce que de l'avis des Libyens et de pas mal de gens, moi j'ai travaillé au Moyen-Orient, pas mal de gens que j'ai pu rencontrer qui ont été expats en Libye, c'était un super pays. Quand on voit ce qui en est arrivé, ça désole profondément. Je dirais de la même chose de l'Irak, je dirais la même chose de la Syrie. J'ai rencontré beaucoup d'Irakiens et de Syriens, peuple éduqué. Ce sont des gens tout à fait qui n'étaient pas du tout islamisés, tout ça, vraiment d'une grande culture, grande ouverture d'esprit. Voir comment ça évolue, moi ça me désole profondément. Et quand on dit, si on avait dit on va aller faire la guerre pour aller dégommer Saddam Hussein, alors ça a très bien marché aux États-Unis. Je ne suis pas certaine que ça aurait marché en France. Non, pardon, ça aurait certainement marché en France aussi. Pardon. Mais par contre, je pense que nous en France, on a dans les pays où les populations Dans les pays en Europe où la population a été bombardée dans les années 40, je dirais en Grande-Bretagne, il y a eu des manifestations monstres contre la guerre, justement les interventions. En Allemagne aussi, dans les pays en France, en Italie. L'Espagne aussi était contre, ils n'ont pas oublié Guernica.
Je pense que là, vraiment, les gens, ils se sont dit, non, on va pas faire ça. Par contre, vous dites, on va dégommer un afrodictateur. Alors là, en plus, un afrodictateur, on le présente comme ça, mais peut-être que pour les siens, c'est peut-être pas si afrodictateur que ça. Mais ça, c'est le problème des gens. C'est leur problème national. Nous, nous n'avons pas, parce que la souveraineté, c'est aussi, on n'interfère pas chez les autres. Moi, quand on a fait la campagne du boycott pour les élections européennes, nous, dans le Sud, on a rencontré beaucoup de touristes. On leur a dit, mais nous, on n'a rien contre vous, mais on ne veut pas que vous interfériez chez nous, et on ne veut pas interférer chez vous. Et ça, tout le monde le comprend très facilement. Et c'est vraiment le point qu'on peut avoir en commun avec tous les nôtres. Rassurez-vous, voilà, ça nous est arrivé. Parce qu'on tenait des cafés politiques dans un endroit, il n'y en a pas beaucoup dans ma ville, pourtant c'est une grande ville, qui est dédié à ça, qui reçoit des subventions justement pour organiser ce genre de trucs. Donc on a tenu quelques quinzaine, une vingtaine de cafés politiques sur des sujets divers et variés. Mais bon, qui partaient de l'écologie, en passant par le nouvel ordre mondial, sur la Syrie, évidemment, bon, plein de choses, quoi. Disons, pas des sujets qui rentrent dans, je dirais, dans la doxa, voilà, on traite ça de manière ouverte, hein, sans tabou. Bon, on est passé devant un tribunal, quoi, pour nous demander si, quel était notre passé, si on n'avait pas des accointances Front National ou ailleurs, quoi. Voilà. Hein, si on n'était pas antisémite, si on n'était pas ci, si on n'était pas ça. Ça tombe bien, parce que bon, dans notre équipe, il y a plusieurs religions, quoi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est quand même, voilà, c'est ce que vous décrivez. Ouais. On a vécu. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est perturbant, parce que ça désorganise. C'est vrai. Et puis, bon, on dit, on se sent coupable des fois, là, on nous jette à l'opprobre parce que, non, bah, désolé. Alors, le meilleur moyen de se démarquer en tant que patriote du Front National, le meilleur moyen, c'était d'appeler au boycott à l'élection européenne. Et là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Hein? Bon, je ne parlerai pas des autres partis, mais c'était ça, quoi. C'était clair et net, quoi. On était patriotes, on boycottait l'Union européenne, enfin les élections Union européenne. Et on n'est pas des propos schizophréniques, contradictoires, enfin tout ce que les gens rejettent maintenant dans la politique. Les gens aiment des idées et qu'elles soient suivies d'actes, quoi. Hein, c'est tout simple finalement, hein, de susciter l'adhésion de nos concitoyens, c'est de tenir un discours et d'avoir des actes en rapport, en cohérence avec notre discours, et pas l'inverse. Alors effectivement, on peut se tromper des fois, ça, j'admets, hein. Tout le monde se trompe, hein. Mais, si vous voulez, on peut se tromper et reconnaître qu'on s'est trompé. Quand le MEP, en 2009, soutient la campagne législative européenne, bon, 2014, il reconnaît que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire, et qu'il change de braquet. Et donc c'est bien, quoi. Je trouve que c'est des attitudes qui sont tout à fait honorables. Donc, moi je milite pour essayer de faire des choses simples, mais rester en cohérence, parce que, comme tu dis, Samy Gondi, machin, ci et ça, c'est épuisant, quoi. Et puis ça épuise tout le monde. Hein. Faut pas se leurrer. De Gaulle avait cette expression, quand il était parfois fâché, les Français sont des veaux. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Parce qu'ils sentent bien quand même, il y a quand même le bon sens paysan, et ils savent quand même qui va à leur rencontre ou qui va dans le sens de leur intérêt. Ils sont pas fous, les Français. Je dirais pareil des autres peuples. Hein. Lydie. Au moment où vous vouliez vous engager, s'il y avait eu un parti qui décline les principales aspirations que vous aviez à ce moment-là, est-ce que vous auriez franchi le pas vers ce parti automatiquement, naturellement, s'il avait existé un parti qui décline tout ce qui faisait votre combat, enfin votre engagement? Certainement, oui. La position de l'association, c'est une position d'attente. C'est pas une fin en soi. Benoît. Oui, donc
moi je suis un jeune adhérent du MPEP, pas très jeune en âge, mais jeune adhérent. Hein. Et donc, non, je voulais justement réagir à une phrase qui a été dite tout à l'heure par Thierry Delbos, hein. Les jeunes sont sur une autre planète. Hein. Je pense que c'est important de creuser cette question-là, parce que sinon on ne peut pas être très optimiste hein, si les jeunes sont sur une planète ou si eux nous considèrent sur notre planète, parce qu'il y a aussi leur point de vue qui est intéressant. Hein. Voilà. Et donc je pense que c'est plus complexe que ça, plus contrasté. Hein. Je pense que les jeunes sont frappés par le chômage et la précarité de masse. Je pense que ça les conduit à des gestes également de solidarité entre eux. Hein, de la colocation, du covoiturage, alors c'est pas le communisme, mais c'est quand même de la débrouille solidaire qui existe. Et donc c'est pas du repli sur soi, c'est pas de l'individualisme, ou beaucoup moins que ce qu'on pense en général, je pense. Et moi j'ai confiance dans la jeunesse aussi, et voilà, il y a des jeunes qui se battent dans les entreprises. Hein, en ce moment, moi je suis à la CGT à Paris, hein, donc il y a pas mal de luttes de femmes de chambre, de coiffeuses dans les salons de coiffure, des travailleuses sans papier. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans, ils essaient de prendre leur destin en main, ils luttent. Des luttes, il y en a, alors, il y a aussi des réactions à des choses dramatiques qui se passent. Hein, l'assassinat de Rémi Fraisse, qui est lui-même un jeune qui a été assassiné parce qu'il militait pour l'environnement, donne lieu à des réactions de jeunes qui sont dans la rue pour protester contre l'assassinat d'un jeune. Ça s'était produit contre l'assassinat de Clément Méric l'année dernière également, hein, qui avait été tué par les fachos. Enfin oui, il y a plein d'exemples dans l'histoire. Hein, donc voilà. Donc je pense que ces questions... Alors les jeunes ne sont pas des Guy Môquet. Et alors je parle de Guy Môquet parce que c'est important. L'instrumentalisation, la récupération, l'opération politicienne de Sarkozy, c'était pas innocent non plus, hein, pour embrouiller les pistes, etc. Donc ce qui montre bien que pour la bourgeoisie, enfin ceux qui détiennent le pouvoir, la question de la jeunesse c'est essentiel quand même. Hein. Voilà, avoir fait cette opération autour de Guy Môquet montre bien à quel point c'était essentiel. Et donc on est, nous aussi, hein, par rapport au combat qui est le nôtre aujourd'hui, hein, pour regagner la souveraineté et pour aller vers un socialisme du XXIe siècle. Et donc quand on est à la fois internationaliste et démondialiste, hein, comme on peut l'être ici, je pense parmi nous essentiellement. Hein, je pense que ça va reposer également sur la jeunesse, mais donc la jeunesse hein, travaille beaucoup en réseau, il y a des comportements solidaires qui existent, et voilà, c'est plein d'espoir, à condition qu'on les comprenne, et puis qu'on aille également leur apporter un certain nombre d'éléments de politique hein, pour décrypter la situation. Quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas que les jeunes hein, qui se désintéressent de la politique, c'est évident. Hein. Michel, ça fait longtemps qu'il a Pardon, excuse-moi. Alors, ils s'y intéressent d'une autre façon. Je pense que le monde Internet a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je vois que, bon, comme disait Malraux, la bibliothèque universelle, c'est génial, quoi. On a tout ce qu'il faut à portée de clic. Mais bien souvent, je parle peut-être que pour moi, hein, qui n'a pas forcément une culture, je dirais, littéraire, plutôt technique, on apprend des choses, mais c'est pas des choses, ça reste des cultures, je dirais, qui sont pas ancrées, quoi, qui restent assez superficielles, quoi. Donc un jour on est capable de fabriquer une bombe machin, le lendemain on est capable de parler des changements climatiques, vous voyez, avec Internet, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ces outils-là, ce travail en réseau, permettent de connaître plein de choses, mais pas forcément d'avoir une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble, puis je dirais une ténacité sur le long terme, quoi, tenir. Vous voyez, les jeunes sont appelés, du fait des outils actuels, hein, à papillonner, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve, hein, c'est des consommateurs, hein, donc ils vont consommer de l'offre politique, à un moment, ils vont changer, parce que si, parce que ça. Je ne dis pas qu'il ne se passe pas quelque chose, évidemment, hein, heureusement que la jeunesse est là pour prendre le flambeau, et ils le prendront. Mais c'est différent, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils s'impliquent autant que nos générations se sont impliquées à un certain moment. Alors, est-ce que ça dénote d'un désintérêt, ou est-ce que c'est une autre façon de penser les choses, plus moderne, je ne sais pas. Michel, Christophe, Viviane et Johan.
J'ai oublié personne. Et tu t'appelles? Jean-Luc. Oui, puisqu'on parlait pas mal de la stratégie de se rassembler en même temps le problème c'est de se rassembler autour de quoi et dans quelles limites aussi. Et en saucissonnant, enfin, j'ai pas mal entendu le long de l'université d'Automne, souveraineté populaire, souveraineté, là on parlait de souveraineté alimentaire, de souveraineté économique et tout ça. Et je me pose un peu la question de saucissonner comme ça la souveraineté, de hiérarchiser, comment hiérarchiser du coup ces différentes souverainetés. Et du coup ce rassemblement qu'on voudrait faire, autour de quelle souveraineté peut-être au pluriel, je vois un lien là entre ce mot-là qui se signifie dans plusieurs domaines et quels critères on veut avoir de rassemblement. Ouais, alors bon, national, souveraineté populaire, c'est comme quand on parle de nationalisme et de patriotisme, c'est quand même assez, quasiment, je dirais pratiquement la même chose. Bon, Anicet Leport, je pense, a assez bien défini hier ce qu'on pouvait entendre par souveraineté populaire, qui est plus politique, de la souveraineté nationale qui est plus sur le long terme, si vous voyez, la solidarité intergénérationnelle, l'histoire qui nous a amené à ce qu'on est, quoi. En gros, c'est un peu ça, mais c'est quand même extrêmement lié. Je crois qu'il l'a bien défini hier dans son intervention, hein, un peu la différence entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est la souveraineté du peuple à l'instant T, quoi, alors que la souveraineté nationale, ça glisse depuis, pas la nuit des temps, mais depuis un certain temps, quoi, pour arriver on a une situation territoriale et autres. Bon, moi, je pense que pour se rassembler, il ne faut pas se rassembler sur 101 points. Il faut se rassembler sur les points cruciaux. C'est-à-dire qu'il faut partir, tous les démocrates doivent partir de l'idée que l'Union européenne nuit gravement à la démocratie, quoi. C'est quand même une construction antidémocratique. Hein, voilà. Donc les démocrates, qu'ils soient républicains, qu'ils soient, je ne sais pas moi, ils peuvent être aussi royalistes, ils peuvent être, doivent lutter contre cette Union européenne. Donc il faut sortir de l'Union européenne pour retrouver le sens de la démocratie. Oui. Hein, et la démocratie nous permet après de retrouver notre souveraineté, nos souverainetés, parce qu'effectivement, on en a perdu plusieurs. À une époque, on n'avait pas encore perdu la souveraineté monétaire jusqu'en 92. Hein. Bon, mais là, c'est fait, quoi. Bon, là, c'est la souveraineté budgétaire qui part. Là. Bon, on se retrouve sans pouvoir, quoi, sans levier. Donc, et ce qui est grave, c'est que il ne faut pas attendre la Saint-Glinglin, parce que vous avez tous compris que l'Union européenne, c'était une construction des Américains, pour pour servir leur projet impérialiste, et que c'est que le deuxième pilier de l'Occident, le premier étant aux États-Unis, Canada, Mexique. Donc, si on ne sort pas de l'euro dans peu de temps, il nous faudra sortir de l'euro-dollar, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, mais le but des capitalistes, c'est pas de revenir aux monnaies nationales, c'est de passer à une monnaie qui sera le dollar et qui va nous plier pour la nuit des temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que les choses se délitent, il faut agir. Et commençons par agir, par se parler, et puis distinguer les points sur lesquels il faut absolument qu'on se mette d'accord. Voilà, donc sortir de l'Union européenne, sortir de ce carcan de l'euro qui nuit gravement aux économies, notamment des pays du Sud, et puis sortir de l'OTAN, parce que l'OTAN nous entraîne dans des guerres plus qu'illégales. C'est ignoble, quoi. Bon, moi je ne conçois pas la guerre comme... à une époque, enfin, je ne me rappelle plus si c'était un Autrichien qui disait la guerre n'est que la continuation de la diplomatie sous une autre forme. De la politique, par d'autres moyens. Par d'autres moyens, ouais. C'était Clausewitz, ouais, c'est ça. C'était un militaire autrichien. Ouais. Et donc on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus de politique étrangère, c'est la guerre et la guerre, quoi. Donc tout ça, moi, je n'accepte pas. Voilà.
Nous non plus. Merci. T'étais inscrit, tu te filmes? Non, je ne me filme pas. Moi, je suis en voix off. C'est trop compliqué. Donc, ce que j'ai compris, donc, vous êtes une association de réflexion, de rassemblement, et Isabelle m'a un peu coupé l'air sous le pied. Oui, donc je considère que nous avons notre camarade là, une association de réflexion dont le but est de rassembler et de faire de l'éducation populaire. Très bien, donc Isabelle m'a un peu coupé l'herbe sous le pied en disant se rassembler c'est très bien, mais sur quelle base? Bon, c'est une question que nous nous posons sans arrêt. Moi je vais reformuler mon interrogation, il n'y a plus. Vous prenez l'étiquette de gaulliste et de jaurétien. Nous, MPEP, en ce moment, on est en train de quitter la notion de clivage gauche-droite parce qu'on la trouve confuse, et on revient à la notion de lutte des classes parce qu'on la trouve claire. Donc ma question c'est comment prenez-vous en compte cette notion de lutte des classes en prenant en compte que Jaurès, lui, était complètement impliqué dans la lutte des classes et que pour De Gaulle, même s'il en tenait compte par pragmatisme, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me donner quelques éclaircissements là-dessus? Pour en venir à l'aspect la politique sociale de Gaulle, il y a Laurent Lannes qui a écrit un bouquin qui s'appelle De Gaulle, l'ambition sociale foudroyée. Donc il avait quand même une politique sociale, effectivement. Je crois qu'il a mis en place notamment l'assurance chômage. 1958. Ouais. Donc il ne partait pas de rien. Quant à... je ne me rappelle plus ta question, c'est sur quelle base? Comment prenez-vous en compte la lutte des classes? Ah oui, alors la lutte des classes, pour moi, c'est simple. Hein. Il y a 99% de la population qui est exploitée par 1%. Voilà, c'est ça. Hein. Moi, je ne vais pas me battre avec le patron de PME parce qu'il a des difficultés pour faire tourner son entreprise, parce qu'il est soumis au diktat des entreprises multinationales. Moi, c'est clair, hein, mon ennemi de classe, c'est pas l'agriculteur, c'est pas le commerçant, c'est pas le patron de PME. C'est le 1% de gens qu'on ne connaît pas et qui maîtrisent, et qui siègent dans les conseils d'administration des multinationales. Voilà, et qui, la lutte des classes, elle est quasiment mondiale. Mais bon, même si elle est mondiale, il faut bien un moment, si tu veux, articuler le combat, partir d'une base de combat. Hein, et la base, elle reste l'État-nation. Et donc la lutte des classes, c'est ça que tu voulais dire pour répondre vraiment à la question de Non, j'ai juste demandé comment vous preniez en compte cette problématique. Voilà. Non, mais la problématique, c'est simple. Hein. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait s'en prendre tout de suite au petit patron, j'ai simplement demandé dans l'optique de ce qui s'est mis en place à la fin de... Enfin, le CNR a mis en place, c'est-à-dire privatiser les moyens, les services publics indispensables au fonctionnement de la nation, les banques, séparer les banques des activités de commerce et des activités de spéculation. Voilà, c'est des mesures pratiques. Dire nationaliser. Hein? J'ai entendu privatiser. Oui. Nationaliser. Oui. Certaines banques, par exemple la banque postale, ça peut être une banque qui est déjà, donc c'était une administration, qui a pris le statut de SA, mais qui n'est pas encore ouverte au capital privé. Je ne sais pas. Bon, des banques comme ça, il faut au moins en garder une, au moins deux. Et puis séparer les activités des autres banques. Hein, la partie, au moins rassurer les déposants qui puissent récupérer leurs biens, leurs billes en cas de crack, de conneries faites par les banksters, quoi. Ça, c'est fait aux États-Unis, ça, quand même, cette histoire, je crois. Oui, ça se fait pas en France. En 1933, ils ont séparé... Michel. Donc ça, c'est du concret. Hein. Il y a d'autres réformes, mais bon, ça, c'est du concret. Par exemple, bon, tout ce qui tourne autour de l'énergie. Bon, un pays sans électricité, c'est un pays qui ne vit plus. À l'heure actuelle, bon, EDF est quand même... bon, l'État a encore une part, mais c'est trop minime, quoi. Enfin, c'est pas majoritaire. Enfin, je sais pas.
Je ne sais plus si c'est encore majoritaire. Encore majoritaire. Ouais. Donc il ne faut pas aller plus loin. Après, il ne faut pas... Alors on peut, par exemple sur l'énergie, hein, c'est un problème l'énergie, il faut en parler, hein, parce que certains diront, certains disent qu'il faut abandonner le nucléaire. Moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut aller plus loin dans le nucléaire pour avoir des centrales plus petites et plus sécurisées. Abandonner ces grandes centrales de quelques mégawatts qui effectivement... allez profiter de l'évolution technologique pour aller vers des choses plus rassurantes, plus sécurisantes. Mais ça demande des investissements, effectivement. Après, si vous avez une entreprise qui est privatisée, elle ne va pas investir sur le long terme pour aller vers des nouvelles technologies plus rassurantes. Vous comprenez? Donc on ne peut pas avoir la sécurité avec un opérateur énergétique privé. On a vu ce qui s'est passé au Japon. Il ne faut oublier quand même que Telco, les bacs de rétention des piscines de rétention des barres de graphite, normalement, les barres ne devaient pas se trouver là, quoi. Telco, c'est 99% privé. Voilà, donc il faut bien dire, on peut être pour le nucléaire. Moi, je ne suis pas pour le nucléaire si EDF est privatisé. Il faut y arrêter tout de suite, hein. Tout de suite. C'est déjà le cas. Michel. Je m'adresse à Thierry en tant que membre du CNR-RUE. Est-ce que on pourrait avoir votre point de vue sur l'avenir de ce comité, de ce collectif, on peut le définir, et est-ce que vous pourriez nous dire, par rapport à tous les thèmes que l'on a évoqués jusqu'à présent, ce qui serait pour vous essentiel de retenir dans un premier temps pour les mois à venir, pour être efficace, etc. Et aussi, pour le dire autrement, ce que vous rejetteriez dans l'évolution du CNR, si tant est que ce CNR évolue pas dans le sens que vous souhaitez. Est-ce que j'ai été clair? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez d'urgent comme stratégie à mettre en place au sein du CNR-RUE et éventuellement nous dire ce que vous ne souhaiteriez pas voir émerger au sein de ce collectif, puisqu'il rassemble quand même une cinquantaine de personnes et bien évidemment chacun a ses idées et ses opinions. Voilà, merci pour ces précisions. Le CNR-RUE, il existe, il faut qu'il continue d'exister. Alors, est-ce qu'il on sait qu'il y a un débat sur le mode de fonctionnement, les prises de décision à l'intérieur. Bon, je dirais franchement que moi, tout ça, ça me fatigue un peu, quoi. Les positions des uns, les susceptibilités des autres et tout. J'ai l'impression qu'effectivement, en pratiquant comme ça, on va rester planté, quoi. Hein, on s'enfonce en plus. Bon, a priori, pour l'instant, ça ne va pas décoller. Mais il existe, donc autant le conserver. Mais moi, je pense que c'était une plateforme aussi, le CNRU, pour attirer des gens qui n'étaient pas forcément, je dirais, apartés chez un tel ou chez un tel, quoi. C'était destiné à ça. Et donc c'est pour ça que c'était bien que ce soit une initiative, tirage au sort presque, hein, presque tirage au sort, hein, de citoyens lambda qui organisent ça. Mais après, bon, y a le mauvais jeu des organisations à l'intérieur qui font que voilà, on perd du temps en discussion et tout, et que bon, on est désolé une fois de plus. Alors je sais pas, peut-être que ça va avancer, mais moi je pense que au niveau du fonctionnement, il faut rester sur une seule prise de décision par les créateurs. Mais il peut y avoir d'autres personnes, mais pas au niveau des organisations, parce qu'on s'en sortira jamais. Une organisation, pour prendre une décision, il va falloir qu'elle ait l'aval de ses adhérents, qu'elle ait posé la question, est-ce que ça ne le fait pas, quoi. Et puis c'était vraiment dans cet esprit que moi j'ai adhéré à ce CNRU, quoi, parce que voilà, c'est une démarche citoyenne. Hein, on crée un truc. Évidemment, ça a été porté par les organisations et j'en rends gré. C'est clair, hein, on peut pas. Faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Ça a marché, ça s'est bien marché quand même si ça s'est mis en place assez tard. Hein, il a peut-être fallu commencer
6 mois, 9 mois avant l'élection, commencer à se mettre en campagne. Mais sur le fonctionnement, vu comme les gens souhaitent le fonctionnement actuel, les organisations, d'ailleurs bon, il n'y en a plus que 2 organisations en gros maintenant, le PCRF et le MEP. Bon, là ça achoppe, mais il ne faudrait pas effectivement que... Je crois que c'est réglé, c'est le chef de scène a dit que c'était réglé. Je sais pas. Le chef de scène a dit que c'était réglé, ça. Oui, le désaccord avec le PRCF. C'est pas réglé. Bah, c'est ce qu'elle a dit hier. Il y a une réunion prévue le 7 février. Il y a une réunion prévue le 7 février. C'est vrai que c'est un bon outil hein, pour rassembler, cristalliser le mécontentement de tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. C'est un très bon outil. Hein. Bon, avec un acronyme qui est assez compliqué à expliciter, mais c'est un bon outil. Bravo ceux qui ont pensé à ça. Hein, donc, les copains du PRCF, Jean-Luc Pujol, et puis donc, les amis du MEP, c'était bien, quoi. C'est ça qu'il fallait faire. C'était je dirais, la bonne pratique politique du moment. J'avais déjà une question par rapport au bilan politique du général de Gaulle, mais qui mène aussi à l'après de Gaulle, par rapport à ce qu'on a appelé la France-Afrique. Quel regard vous avez sur cet aspect peut-être plus critiquable de sa politique qui a continué après, hein, qui n'était pas très respectueux des souverainetés des pays africains. Une autre question, c'était par rapport à ce qui se passe en Irak en ce moment, l'État islamique au Levant. Quelle analyse vous avez des rapports de force internationaux que ça peut cacher, tout ça? Voilà, c'est 2 principales questions. Africain, c'était la suite de la décolonisation. Bon, on a essayé de conserver des relations privilégiées avec certains États, ce qui n'était pas déconnant, mais après, bon, on a mis en place des petits dictateurs et puis on les avait à notre botte, quoi. Donc c'était pas effectivement la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, quoi. Ils étaient quand même plus ou moins encadrés. Hein. Pas effectivement, hein, moi j'ai jamais dit que tout ce qui avait été fait sous De Gaulle avait été parfait. Hein. Ça, j'en conviens. Hein. Bon, on parlait d'autres choses aussi, hein, des plaisantes. Moi, j'ai pas de tabou, hein, donc je dis, hein, j'ai pas de Dieu, franchement. Si, j'ai Dieu. Je sais pas où il est, hein, mais après, au niveau des hommes, ce sont que des hommes, hein, et des femmes, évidemment. Par rapport à ce qui se passe en Irak, alors ça, c'est affolant, quoi. Bon, on est dans un système vraiment schizophrénique, mais c'est pas que l'Irak. On a parlé de la Libye, on a parlé de la Syrie, on a parlé du Mali. Ce qui se passe, c'est qu'on a créé cet État islamique parce qu'on a armé des bandes terroristes, on a armé des bandes salafistes hein, qui sèment la désolation aussi bien en Libye qu'en Syrie. Rendez-vous compte, en Syrie, ça fait plus de 3 ans que ces gens-là, ils vivent dans des situations, je ne sais pas comment ils vivent le quotidien. C'est affreux, quoi. Hein, quand on voit ces gens qui sont capables d'égorger halal et tout, et puis c'est dégoûtant. Enfin, moi, ça me révulse, quoi. Et nous, Français, gouvernement socialiste, on a abondé. Ces gens-là, on les a soutenus, on les a armés, on les a financés, on les a même soignés. Hein, on les a équipés. Et maintenant, on commence à se rendre compte qu'on a ouvert la boîte de Pandore, quoi. Hein, c'est trop tard. Trop tard, parce qu'on a suscité des vocations, c'est irrémédiable. Les gens qui ont goûté à l'odeur du sang, on a connu ce que c'était, nous, hein, quand on a récupéré nos gars d'Indochine ou d'Afrique du Nord, c'était compliqué, allez, hein. Pourtant, c'était des militaires, c'était dans un cadre bien précis. Bon, ça déstructure complètement des gens. Donc, on se rend compte qu'on a été un peu loin, quoi. Non seulement on a bafoué la souveraineté des États, hein, et ensuite, on a créé quelque chose qui va se retourner forcément contre nous. Il fallait remplacer le communisme par un danger, c'est tout. Voilà, donc l'État islamique, le but de l'État islamique, c'est de créer un État islamique. Alors, en Irak, au Liban et autres, mais d'élargir. Hein. Et l'Europe fait partie aussi de leur objectif. Il ne faut pas être naïf. Faut pas être naïf, hein. Donc il ne faut pas confondre les musulmans avec tous ces terroristes salafistes.
c'est des choses différentes. Ah oui, par le Qatar. Voilà. Il y a aussi le Qatar, la Turquie. Tout à fait, les États-Unis. Alors, je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que bon, voilà, donc, le schéma orwellien, hein, c'est Estasia, là, foyer de guerre permanent, quoi. Hein, c'est ça qu'on a créé, quoi. Mais de toute façon, bien dire une chose, hein, si je voulais insister sur quelque chose, il faut prendre conscience du fait que lorsqu'on sortira, en mesure de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on va s'attendre à ce qu'il y ait de graves incidents dans notre pays. Hein? Oui, même avant, oui, oui. Ça, il faut en être conscient. On a parlé hier en Italie, pas Ottavio, Gladio, voilà, ouais, Gladio. Voilà, ça c'est des réalités qui existent encore. Hein. Voilà. Voilà, donc il faut en avoir conscience. Hein. Donc il faudra se préparer à la résilience. Hein. Je vous le dis, moi. Là, on n'est pas prêt tout de suite. Hein. Et à la résistance. Viviane ? Moi, deux choses, juste parce que ça a été discuté sur la souveraineté. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du mot souveraineté en mettant alimentaire, énergétique ou tout ce qu'on veut derrière. C'est mettre de la confusion dans un terme qui au départ est clair. Il y a un seul adjectif possible pour moi derrière souveraineté, c'est souveraineté nationale. Et c'est ce qu'une colonie retrouve quand elle s'émancipe du pouvoir colonisateur, un État, une justice, un pouvoir législatif, une monnaie, un budget, tout le monde comprend ce dont on parle. Et après, sur l'alimentaire, par exemple, c'est un choix qui est secondaire et qui peut exister comme ne pas exister. En France, c'est possible, effectivement, mais on peut très bien parler d'indépendance alimentaire, ça me semble beaucoup plus clair. En Islande, ce ne sera pas possible, donc ils n'auront jamais l'indépendance alimentaire. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas souverains. Alors que sur l'énergie, ce sera le contraire. Ce sera plus facile en Islande qu'en France. Donc, pour moi, je garderais souveraineté nationale. C'est un terme qui est clair. Il ne faut pas qu'on y ajoute de la confusion, à mon sens. Et puis, moi, patrie, j'aime pas du tout le mot. Je bloque là-dessus. Alors, c'est juste un... Patrie. C'est juste un blocage, hein, donc je m'en fais pas tout un monde, mais pour moi, une patrie, c'est une nation en guerre, et c'est du vocabulaire guerrier. Donc, j'aime pas le mot, je l'utilise pas. Je sais qu'on l'utilise dans des textes du MPEP, notamment quand on fait des textes communs avec le PRCF, puisque eux utilisent beaucoup le mot. Mais pour moi, ça fait référence à un contexte de guerre, et je préfère largement le mot nation. Parce que après, sinon, en quoi la patrie apporte quelque chose par rapport au mot nation, si ce n'est qu'on peut utiliser l'adjectif patriotique. Mais je trouve que c'est un peu secondaire quand même. Voilà, il me faudrait d'autres arguments. Alors effectivement, mais je dirais que tout simplement, pour moi, la patrie, c'est la terre, c'est un territoire, c'est des frontières. La nation, c'est l'État plus la patrie, plus le peuple. Voilà, donc c'est... J'y vois pas forcément de connotation guerrière à la patrie. Hein. Patrie, père, matrie, c'est... Voilà. Pour moi, franchement... alors que national, quand on parle de national, on a souvent tendance à y associer de manière, je dirais, pratiquement automatique, socialiste, quoi. Ah, par là, hein. Donc ça a des références certainement plus négatives que le mot patrie. Enfin, à mon avis, hein, maintenant... On dit mourir pour la patrie, quand même. Hein. Mourir pour la patrie. On dit aussi la patrie en danger. Hein. Ouais. On ne peut pas réduire le concept à ça. Par contre, au niveau des souverainetés, souveraineté et indépendance, c'est pareil, on est toujours dans... C'est assez ténu, hein. Mais je pense que le premier devoir d'un État, c'est d'assurer l'indépendance ou la souveraineté alimentaire de ses administrés. Hein. Pour moi, c'est la première chose. Hein. C'est nourrir un peuple et puis l'abriter, le soigner. C'est les fondamentaux des pouvoirs d'un État, quoi, des devoirs d'un État. Alors, Johan. Donc effectivement, après ça se passe selon
selon ce que permet le territoire, hein, le pays. Hein. Bon, en Islande, peut-être qu'ils mangent moins de porc ou de vaches que nous et qu'ils mangent plus de poissons. Voilà. Même au petit déjeuner. Ça a été tout à l'heure en fait sur la ligne de Camarade assez récent. Gilles. Adhérent au MPEP. Gilles. Je mettrai quelques observations sur le mot déjà patriotique, comme tu as dit, patrie, patriotique, national. Patrie, il ne faut pas oublier aussi que Pétain l'utilisait, le mot patrie, un titre péjoratif. C'est bon, merci. Pour moi, c'est important. Je suis, aussi certains ne savent pas, je suis un ancien militaire. Patriote, optimiste, patriote, tu l'entends en tant que Français, la patrie, parce qu'il y a aussi l'adjectif patriotique qu'on utilise dans les associations patriotiques d'anciens militaires. Et ça, je le disais partout. Optimiste, je pense que tu l'utilises dans le sens où tu dis rien n'est perdu. Donc il faut garder espoir. C'est ça? Bien. Ce qui m'a surpris, ce qui m'a choqué, mais c'est que vous utilisez tous, quasiment tous, un langage militaire. Combat, lutte, intervention, etc. Oui, non, mais c'est là-dessus. Bon. T'es à l'aise avec ça au moins, Jean-Luc? Comment? T'es à l'aise avec ça? Ah oui, oui, oui. Non, mais je suis à l'aise, mais il ne faut pas oublier que toutes les interventions que vous condamnez, qui ont été faites, toutes les interventions en dehors du territoire français, elles sont présentées à nos concitoyens comme une défense à l'extérieur de notre territoire. Et toutes ces interventions actuellement, elles sont orchestrées par les États-Unis. L'Irak, les deux interventions en Irak, elles ont été orchestrées pour uniquement prendre les champs pétroliers de l'Irak. Les militaires américains, on les a retenus la première fois. Le général, je ne sais plus comment, voulait justement renverser Hussein, et ils l'ont retenu parce qu'ils ne savaient pas pourquoi, ils ne savaient pas par qui le remplacer. Et la deuxième fois, c'est pareil. Ils l'ont liquidé cette fois-ci, ils ont liquidé Saddam Hussein, mais par qui l'ont-ils remplacé? Eh bien, ils ont créé justement, comme vous dites, les islamistes. Mais c'est important aussi, il faut savoir que les États-Unis sont les premiers à fournir des armes, et ce sont les premiers producteurs d'armement et de munitions. Et s'il n'y a pas de guerre, toute leur industrie d'armement, elle meurt. Donc l'intérêt pour eux, c'est de continuer à créer des guerres. Ce ne sont pas les militaires qui veulent la guerre. Il ne faut pas faire un amalgame. Hein. Et la France actuellement, alors dans les interventions, là-dessus on trouve un mensonge complet du président de la République qui fait des coupures draconiennes dans le budget de l'armée et qui pousse qui envoie nos militaires sur le territoire en soi-disant se couvrir de l'islam. Mali, Centrafrique, etc. Mais c'est faux, totalement faux. Ce n'est pas contre l'islam, c'est pour défendre les intérêts coloniaux. Mais pas uniquement, Bolloré, parce que la colonisation, elle existe toujours. Tout à fait. En Côte d'Ivoire. Comment? Elle existe toujours, et que ce soit les gouvernements de gauche et de droite, en alternance, ils continuent à servir les intérêts de nos coloniaux français. Bolloré est le premier exemple. Parce que De Gaulle, à son discours de Dakar, avait promis l'indépendance aux pays africains et même à l'Indochine. J'y reviendrai sur l'Indochine et l'Algérie, sur le problème des anciens militaires, justement, et il y a deux choses différentes. Mais Bolloré, il faut savoir comment il utilise le colonialisme. C'est-à-dire qu'il a un empire dans tous ces pays africains verticaux, c'est-à-dire qu'il exploite tous les systèmes. Et il déplace les populations, c'est-à-dire qu'il envoie par exemple des Maliens au Congo, des Congolais, etc. Il déplace pour pouvoir les opprimer en plus. C'est atroce. Et beaucoup de Français ignorent ça.
Beaucoup de Français ignorent ça. On a parlé donc de la France-Afrique, et tu as parlé aussi des anciens militaires, du problème des anciens militaires d'Indochine et d'Algérie. Je trouve, et beaucoup des anciens militaires ont trouvé scandaleux l'intervention de Laurent Fabius au cours des obsèques du général Dia. Combien de Français ici savent combien de militaires sont morts en Indochine après Dien Bien Phu? Ça a été un holocauste, je peux vous dire. C'est un holocauste, et personne, aucun gouvernement, c'est une omerta, aucun gouvernement français n'en a jamais parlé. La longue marche qui a été traduite après Dien Bien Phu, ce sont des milliers de militaires français, aussi officiers, sous-officiers et autres, qui ont été, et hommes du rang, qui ont été sacrifiés, qui ont été tués par Gia. Leur transfert dans des camps. Il y avait déjà des prisonniers qui existaient en Indochine avant l'intervention de l'appui des communistes contre l'aide de la Chine. Il y avait des militaires français qui étaient cantonnés dans des camps de prisonniers, mais qui étaient en relation avec les paysans. Ils travaillaient pour les paysans locaux, et il y avait un système qui était mis après Dien Bien Phu. Ce sont les commissaires politiques qui sont intervenus. Il faut voir ce qui a été créé, ce qui a été fait. Et ça, on n'en parle jamais. Parce que l'armée, c'est la grande muette. Elle ne parle pas. Elle n'a pas obligation, elle ne peut pas se syndiquer par rapport, par exemple, aux gendarmeries nationales et aux policiers. Elle ne peut pas se syndiquer, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Et actuellement, on commence à en parler. L'Algérie, c'est totalement différent parce qu'elle était beaucoup plus proche que l'Indochine. C'est une suite, c'est une suite, l'Indochine et puis la guerre d'Algérie. Là-dessus, De Gaulle a fait une erreur, une très grosse erreur, mais bon, il n'en est pas seul le responsable, parce que, comme l'ont dit certains, et qui reconnaissent De Villepin, et toi tu le reconnais comme De Villepin, c'est un diplomate, il ne faut pas oublier, c'est pas un politique De Villepin, c'est un diplomate. Et il a écrit un bouquin, L'esprit de cour. L'esprit de cour, il ne faut pas oublier que dans toutes les sphères politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, vous avez ces gens qui cirent les godasses pour pouvoir avoir une place. Et De Gaulle a été, au moment de la guerre d'Algérie, il a été conduit à poussé à commettre une erreur quand il est venu à Alger et qu'il a dit « je vous ai compris » et puis après qu'il a abandonné en fait l'armée. L'armée n'a pas compris. L'armée n'a pas compris. Et les associations patriotiques ont voulu à De Gaulle d'avoir abandonné l'Algérie. C'est pour ça que l'Indochine et l'Algérie sont deux choses, la récupération, c'est deux choses, la récupération de nos anciens d'Algérie et des anciens d'Indochine sont deux choses, deux concepts différents. Voilà. Par rapport à ce que j'ai mis sur, ce que j'ai voulu comparer par rapport à ces jeunes djihadistes qui partent, à ces jeunes djihadistes européens qui partent en Syrie, comment vont-ils revenir? Dans quel état? Voilà. Dans quel état là-dedans? Oui, tout à fait. Il n'y aura plus rien. Et il y aura que, bon, comme je disais tout à l'heure, bon, ça va être des petits caïds locaux et tout. Bon, c'est clair, on a connu du Calcal, on a connu du Mera. Bon, c'est une boîte de pendant, comme on verra. Et ça, on ne pourra pas maîtriser. En plus, ils vont garder la nationalité française. Bon, ce sera des nationaux, quoi. Ce sera des compatriotes. Maintenant, par rapport à tout ce que tu dis sur la problématique de l'Indochine et de l'Algérie, ça je suis d'accord. Et il y a eu des erreurs politiques énormes sous la 4ème République par rapport à l'Indochine et à l'Algérie. Et puis De Gaulle a commis aussi des erreurs. Bon, et ben à un moment, il a essayé honnêtement de réparer ses erreurs. Mais le mal a été fait. Tu parles des militaires, mais tu parles aussi des pieds noirs, tu parles aussi des harkis, qui ont été oubliés. Il y a toutes ces populations qui ont été oubliées. Donc pour moi, si tu veux, bon, De Gaulle, j'en fais pas, comme tu dis, un dieu.
je pense que c'est quelqu'un qui était, au fond de lui, sincèrement honnête, qui avait une certaine éthique et beaucoup de courage. Bon, mais ça ne va pas empêcher de se tromper. Mais si, il faut quand même le reconnaître aussi une chose, qu'il est resté, que son éthique, c'est quand même quelque chose. Lorsqu'il a été désavoué, il est parti. Il est parti. Voilà. Il est parti. Il faut quand même avoir le courage de le faire. Maintenant, par rapport à nos interventions militaires sur des théâtres d'opérations extérieures, évidemment que je ne blâme pas les militaires. Moi, je respecte tout à fait l'agent militaire. C'est les politiques. Ce que je constate, tu l'as dit, c'est que tout ce qu'on fait, on est supplétif des Américains. On est rentré dans l'OTAN pour être supplétif des Américains. On n'a plus de politique étrangère digne de ce nom. Il n'y a plus rien. À une époque, on pouvait avoir une politique étrangère. Bon, elle n'était peut-être pas forcément efficace, comme tu dis, la Centrafrique, tout ça, des choses. Mais on avait au moins quelque chose, on avait des repères. On n'a plus rien, on ne sait pas. Il faut les bombarder, on va bombarder. Allez, tout de suite, on y va, on y va. Et on est dans une situation effectivement complètement inquiétante pour l'armée. C'est qu'on réduit les budgets, on ne renouvelle pas l'armement. Hein, on envoie nos militaires au casse-pipe, quoi. Ah bon, à la limite, ils s'en foutent, parce qu'ils considèrent peut-être que les militaires, maintenant, ils sont payés pour, quoi. Non, mais ça a toujours été hein, voilà. Voilà, c'est des travailleurs comme d'autres, quoi, là, ouais. Donc, voilà, moi, je ne considère pas que même si les militaires sont des militaires d'actifs, contrat, ils représentent, ils me représentent moi en tant que Français, quoi. S'ils font des choses déplaisantes, je suis impacté, moi citoyen français, enfin pas que moi là. Hein. Donc on ne peut pas détacher. D'ailleurs, Jaurès avait une position très claire par rapport à l'armée. Lui, il considérait qu'il ne fallait pas détacher du tout l'armée de la nation. Hein. Qu'il fallait continuer la conscription, quoi, en gros. Hein. C'est ça. L'armée, ça reste quelque chose un pouvoir qui nous concerne tous, quoi, comme la police, c'est régalien. Je voudrais revenir à quelque chose qui me semblait très important au départ de ton intervention, c'est la référence à la mémoire. Et parce qu'on peut se demander, quand on efface l'histoire de la nation, et en particulier certains moments de cette histoire, si on n'efface pas en même temps la nation. Et en parlant des jeunes et de leur désorientation, c'est vrai que les jeunes n'ont pas d'avenir, mais bien souvent, ils n'ont pas non plus de passé. C'est la démondialisation. Par ailleurs, sur la défense de la souveraineté, si on ne défend pas sa propre souveraineté, si on n'a pas le sens de la souveraineté nationale, comment peut-on avoir le respect des autres souverainetés? Est-ce qu'on considère même que les peuples chez qui on va faire la guerre, chez qui on intervient, sont des nations? Je ne suis pas sûre que dans la tête de nos concitoyens, ce concept de nation existe. On va dans d'autres pays, on va dans un autre pays qui a un nom, mais est-ce que ce nom représente une nation? Est-ce que ces gens chez qui on va sont des citoyens d'une nation? Je pense que ce n'est pas du tout évident. Enfin, je voulais poser une question, c'est par rapport à votre groupe des patriotes optimistes, quel type d'action vous menez et quelle dimension d'impact? On sait bien qu'on ne se fait pas trop d'illusions sur la capacité qu'on a actuellement. Bah écoutez, je vais répondre directement à Pierre à travers des cafés politiques. Bon, on va en arrêter parce qu'on recherche une salle. Comme je vous ai expliqué, l'ostracisme, il existe aussi en Auvergne. Et voilà, donc c'est principalement ça pour faire, alors pas que sur le patriotisme, c'est des sujets divers et variés, mais qui sont toujours liés à la souveraineté, quoi, en gros. Hein. Quand on parle d'énergie, la souveraineté est également présente. Hein. Voilà, c'est ces actions-là qu'on essaye de mettre en place, qu'on a mis en place, hein, qu'on a déployées,
Et puis, ça reste avant tout, comme j'ai dit, une plateforme de rencontre. C'est ça l'objectif. On n'a pas pour objectif de se substituer à un parti. On n'est pas un parti, on n'a pas d'ambition électorale. Juste de l'éducation populaire, localisée, dans un endroit assez restreint. Et puis voilà, quoi. Donc, sachant que cette démarche-là, elle est dupliquée un peu partout en France. Et ce qui serait bien, c'est qu'à un moment ou à un autre, les réseaux voilà, se parlent, quoi, se causent, quoi, et rentrent en relation pour essayer de grossir le mouvement. Et je pense que la réflexion, vous savez, quand vous organisez, vous, MEP, voilà, une université ou une conférence sur la souveraineté, machin, compagnie, hein, je pense que les gens qui se situent peut-être sur l'autre rive auront quelque mal à assister à votre conférence parce que vous êtes déjà identifié comme parti politique. Si vous êtes association, il n'y a pas déjà cette petite crainte. C'est plus ouvert. Voilà. C'est le but de notre existence. Hein. Et je pense que c'est un moyen, peut-être un nouveau moyen, que permet l'Internet aussi, parce que l'influence, elle est aussi sur les réseaux sociaux. En relayant des informations, en prenant peut-être certaines positions, on arrive à exister plus largement que son canton. C'est important aussi ça. Donc c'est l'écho qu'on arrive disons, à reproduire, à transmettre à travers ces outils-là qui est important aussi pour la prise de conscience. C'est pas le fait de rassembler, je dirais, 15, 20 personnes ou 3 personnes, c'est pas ça. Une influence, ça se mesure mal, mais ça s'étale dans le temps, dans l'espace, des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas. Bon, moi je vois que Facebook, c'est pas mal, parce que j'ai eu des discussions avec des gens de DLR, mais j'ai appris récemment, des discussions assez par rapport au boycott, parce que bon, j'avais pris une position ferme, et j'expliquais pourquoi, et des gens de mauvaise foi en face m'expliquaient pourquoi il fallait aller voter. Bon, même s'ils étaient contre, c'était de la mauvaise foi. Mais c'est comme ça, ils défendaient leur paroisse, leur chapelle. Mais je m'aperçois que certains, maintenant, vont même rejoindre notre MEP, quoi. Bien. Il y a encore Il reste que 10 minutes et ma question, elle est trop vaste, elle est trop importante. Moi, je voulais rebondir sur le fait que Jean-Luc a beaucoup parlé de... Tu es un ancien militaire, tu as beaucoup parlé de l'armée, enfin, ton intervention. Et moi, je suis dans une région à Bourges où il y a beaucoup d'industrie militaire et on est confronté à un problème grave. Au polygone de tir de Bourges, ils font des essais d'armes à uranium appauvri et on a toute une action pour savoir exactement le nombre d'essais, où, quand, comment, les impacts et tout. Et la grande muette ne nous répond jamais. Ben voilà, alors on n'a pas le temps maintenant, mais c'est très compliqué. Que les militaires français qui ont été l'opération, c'était Gazelle, en Irak. En Irak, la première en 91. Opération de désert. Tempête du désert. Gazelle. Ont été exposés au tir d'obus à l'uranium appauvri. Oui, alors il y a eu des gens qui sont revenus avec certaines maladies, il y a une association qui existe, plus une association des lycées nucléaires de l'Euro. Enfin, on a fait un gros travail à Bourges sur ce problème-là, parce qu'il y a les essais chez nous, etc. Mais bon, on peine énormément, on n'y arrive pas facilement, puisque la grande muette ne nous donne absolument pas d'éléments. Mais il y a des associations de militaires, je pense qu'ils se sont constitués suite à ça, parce qu'il y a des gens qui sont revenus avec des leucémies, des choses comme ça. Oui, on est au courant. Et on a mis tout de suite en relation les obus à uranium appauvri qui ont été balancés à Bassora et autres. Tout à fait. Non, mais on est au courant et on travaille sur ce sujet. Mais bon, ça serait très long, c'est pas le moment là. J'avais 3 points à mettre en avant, mais très rapidement, je balance les trucs. Après, voilà. Et tu conclus, Lucien. Non, le conclu, c'est à toi. Hein. Non, mais je pense que, voilà, il y avait la question des CNR-RUE. Donc, c'est vrai qu'il y a une réunion le 6 février à Paris, le 8, le 7, entre les deux, et qu'il a été décidé par les deux organisations qui étaient encore dans l'affaire de faire continuer, de faire perdurer cette belle expérience.
Pourquoi? Parce que je crois c'est des camarades qui l'ont dit l'autre jour à une autre réunion, parce que l'expérience du terrain a été extrêmement bénéfique. Et donc, je crois que c'est ça aussi qui est important dans les CNRU, c'est qu'il y a les CDR-RUE. Et dans les CDR-RUE, c'est un moyen, comme tu as très bien dit tout à l'heure, de fédérer des gens qui ne sont pas dans des partis. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, les partis, ça rebute un peu certains, à juste raison ou pas, peu importe, on n'est pas là pour en discuter, on n'a pas le temps. Mais le CDR-RUE, c'est sur le terrain, on organise et on décide ensemble. Je pense que ça, c'est un outil qu'il faut faire continuer à vivre et surtout développer, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'il y a de l'espoir là-dedans, parce qu'il n'y aura pas de blocage a priori. Après, deuxième point, c'était la Syrie. Donc, tu as tout dit. Hein. Moi, je voulais simplement dire que aujourd'hui, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire, c'est que on reconnaisse ça. Les Américains sont presque sur le point de le faire, mais la France, elle est loin. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être s'allier avec le gouvernement aujourd'hui de Bachar el-Assad, enfin le gouvernement officiel de la Syrie, pour combattre ensemble le radicalisme islamiste et pour combattre le terrorisme. Hein, je crois que ça c'est important, avec, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un front commun au niveau mondial contre le terrorisme. Mais ça remettrait en cause la stratégie d'une certaine partie de l'OTAN, etc., qui veut que les guerres soient planifiées et faites par ce genre de choses. On voit les terroristes en Ukraine, c'est des nazis, là-bas c'est des islamistes, et c'est la même chose. Voilà, donc c'était juste pour dire ceci, et que si on faisait... Mais bon, nous, avec Fabius, on en est loin, quoi. Notre ministre des Affaires étrangères a dit simplement qu'il fallait surtout pas s'allier avec le gouvernement officiel, que c'était lui le fauteur de troubles et qu'il avait égorgé son peuple. Bon, il est toujours sur cette position, donc on est un peu inquiet. Dernier point, c'était sur la nation et sur l'armée. Je trouve qu'il est très important, et je pense qu'il est... Enfin, j'ai été très très agréablement surpris de voir au MPEP, hein, dans les réunions que l'on a eues, de voir que l'armée, la politique étrangère sont des sujets que l'on va aborder, et ça me semble extrêmement profitable. Pourquoi? Parce que l'armée, c'est la nation, c'est l'incarnation de la nation d'une certaine manière, et la conscription était quelque chose d'important. Et ça a permis quand même au Venezuela, hein, à M. Chavez, de ne pas être renversé parce qu'il était militaire, et ce sont les militaires qui aussi ont fait en sorte qu'il puisse revenir au pouvoir. Hein, c'est le peuple qui est allé bloquer ce truc, mais parce que les militaires avaient refusé, ils s'étaient opposés à une certaine d'autres corps d'armée. Donc, je ne suis pas là pour dire que l'armée c'est merveilleux, que l'armée il y a tout de bien, bon c'est normal, c'est un corps, c'est une institution comme les autres, c'est comme l'école, l'université, etc. Mais il faut aussi le replacer dans le contexte national, et à partir du moment où on le replace, et c'est très important, je crois que le MPEP fait cette réflexion, il n'est pas le seul, et je pense que c'est tout à fait encourageant, parce qu'on sort des clivages encore, comme ça a été dit par... Gilles tout à l'heure, gauche, droite, etc. Bon, d'accord, maintenant on a assez rigolé avec ça, on revient aux fondamentaux, on revient à l'idée de nation, on revient à l'idée d'indépendance, de souveraineté, et voilà quoi, il faut ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, ça veut dire aller vers des gens qui ne sont pas forcément nous, puisqu'on est souvent issus de la gauche, dont moi, on doit aller vers des gens qui ne votaient pas forcément à gauche, c'est-à-dire vers les militaires, vers les diplomates, vers les paysans. Et ça, c'est ce qui constitue notre patrimoine commun, c'est nous, les patriotes, c'est nous, la nation française, c'est celle qui a reconquis sa liberté et son indépendance en 1944-45. Voilà, c'est tout. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je voulais pas traiter 3 sujets. Je suis parmi vous. Hein. J'espère que les choses qui vous attendent, les échéances là, qui vous attendent, vont pas trop bouleverser le MEP et que tout ça continuera d'exister et d'amplifier. Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour que ça devienne un mouvement qui attire des gens comme moi et puis tant d'autres. Voilà. Tout ce que je vous souhaite, c'est que les choses se passent pour le mieux. J'espère. Merci.